Débat politique à bientôt, midi et demi, à Valérie Nataf. M'épaule aujourd'hui. Bonjour Valérie. Autour de nous, Bruno Fuchs pour le Modem. Bonjour. Daniel Simonet pour les Insoumis. Bienvenue sur ce plateau. Pour le Rassemblement National, Julien Audoul. Bonjour à vous également. AstraZeneca, quelles conséquences, quelle lecture politique? Un point de calendrier, si vous voulez bien. Pour commencer, reprise ou pas de la vaccination. Comme le dit Olivier Véran, verdict jeudi. Que je souhaite ardemment que nous puissions reprendre le plus vite et le plus tôt possible la campagne vaccinale avec le vaccin AstraZeneca. Nous aurons la réponse aujourd'hui, un premier élément de réponse, puisque les scientifiques européens se réunissent, et nous attendons, je l'espère, pour jeudi après-midi, une forme de verdict de la part de la communauté scientifique européenne, nous permettant, je le souhaite encore une fois ardemment, de pouvoir reprendre la campagne. Vous êtes élu, vous n'êtes pas médecin, on ne va pas interroger, ou même si on aura l'occasion d'en parler, peut-être le bon sens médical d'une telle mesure. Mais sur la dimension politique, une carte de l'Europe, parce qu'on a vu tomber les dominos les uns après les autres, si vous me permettez cette expression. Le Danemark avait un petit peu ouvert la voie, les Pays-Bas ont suivi, l'Allemagne ensuite, 15h28 hier, l'Allemagne arrête les opérations, 16h29, une heure après, la France suspend les opérations. Qui décide, Daniel Simonet ? On a franchement l'impression que, d'abord, Emmanuel Macron court derrière l'Allemagne. Voilà, il suffit que l'Allemagne dise quelque chose, Macron court derrière. Donc on va demander à Mme Merkel de présenter la stratégie vaccinale devant l'Assemblée nationale. Enfin, je sais, tout ça est lamentable. Et je vais vous dire, l'Union européenne aurait dû être une entité qui permettrait de penser la stratégie sanitaire face au Covid, de penser la stratégie vaccinale. On a plutôt le sentiment que l'Union européenne, en fait, rend les choses beaucoup plus compliquées et met en place un système de bazar pas possible. Parce que, regardez, il y a vraiment un aveuglement idéologique qui fait que ni l'Union européenne, et donc pas la France, ne souhaite accéder et permettre que tout le monde accède à toute la diversité de vaccins qui existe aujourd'hui. Il y a un refus idéologique, par exemple, de nous mettre à disposition les vaccins russes, les vaccins cubains. Eh oui. Or, là, quand c'est la santé... Alors, il y a des homologations qui sont en cours sur le Sputnik. Non, mais justement, on sait que les études médicales montrent que, par exemple, le vaccin russe est sûr à 90%. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'est pas mis à disposition, Madame Simonet ? L'Union européenne... Juste sur le vaccin russe, oui. Ils ont tardé à donner leurs études et en ce moment, l'Agence européenne du médicament étudie les données scientifiques et va se prononcer vraisemblablement donc on prend beaucoup de retard. Alors attendez, concentrons-nous sur le AstraZeneca. On prend beaucoup de retard parce qu'il y a un rejet idéologique. Pourquoi parlez-vous de commérage? Je ne comprends pas. Oh, dis donc, un petit peu de retenue là, monsieur, un peu de correction. On parle de responsabilité politique. Absolument. Voilà. Avait-on l'obligation de suivre Berlin sur cette suspension? Vous pouvez présenter vos excuses pour des propos, écoutez, ça suffit. Qu'est-ce que c'est que ce mépris? Vous confondez tout et puis vous... Vous confondez tout, mais attendez, vous avez insulté les soignants. Vous avez insulté les soignants. Attendez. Daniel Simonet a été quand même très désagréable vis-à-vis des soignants qui doutent. Daniel Simonet, juste pardonnez-moi, parce que le débat est important. Parce qu'il concerne des millions de Français qui ont besoin... Non. Écoutons-nous, s'il vous plaît, et essayons un peu de comprendre les prises de décision. Bruno Fuchs, vous êtes élu alsacien. On avait l'obligation de suivre l'Allemagne quand Berlin décide, parce que de nos informations, on sait qu'on a été pris de court au sommet de l'État, qu'on ne s'attendait pas à ce que l'Allemagne anticipe à ce point la suspension. On n'a pas été pris de court. On a en Allemagne 2 cas mortels, donc une émotion plus forte qu'en France. On a des pompiers à Marseille également qui s'arrêtent de vacciner. Dans les Bouches-du-Rhône, oui. Voilà. Donc on a là des éléments qui permettent de s'interroger. Quand vous voyez l'ensemble des autres pays qui commencent à arrêter la vaccination, vous regardez quelle est justement la responsabilité politique d'un chef d'État. Vous ne pouvez pas prendre le risque d'avoir un doute sur la vaccination. Donc vous suspendez la vaccination, vous essayez de trouver les raisons pour lesquelles il y a ce type d'effets secondaires, si ce sont des effets secondaires, sinon de manifestations de ces patients. Et quand vous avez trouvé le lien entre la vaccination et ces cas, eh bien, vous levez le doute et vous renforcez la confiance. Et donc, moi, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous auriez dit s'il n'avait rien fait? Vous auriez dit tout le monde le fait, le président est inconscient, etc. Vous auriez dit l'inverse de ce que vous dites là aujourd'hui. C'est pour ça que je lui réponds. D'abord, je n'accepte pas qu'à mon égard, vous parlez de commère et de commérage. Voilà, donc ça, je n'accepte pas. Très bien.
Je suis ici sur un plateau et effectivement, on peut débattre dans le respect mutuel. Exactement. Daniel Simonet. Il y a quand même aussi en plus une allusion extrêmement sexiste à traiter de commère et commérage que je n'accepte pas, monsieur. Ça, je n'accepte pas. Et je n'accepte pas qu'on me coupe la parole. Voilà, déjà. Vous avez exprimé les choses. Qu'auriez-vous fait si Emmanuel Macron n'avait pas réagi? Évidemment, c'est toujours la question. Il y a un principe de précaution. Il y a un principe de précaution à prendre. Oui. Néanmoins, ce que je regrette, c'est que la stratégie vaccinale de la part de ce gouvernement est un échec depuis le début et qu'on va à chaque fois de fiasco en fiasco. Et que par ailleurs, le sujet central... Un peu indépendant de la volonté du gouvernement. Le sujet central à mettre sur la table, selon moi, c'est de faire en sorte que les vaccins, l'ensemble des vaccins soient à disposition de la population, de toute la population. D'accord, vous nous l'avez dit, Daniel Simonet. Julien Audoul, est-ce que vous vous étonnez par exemple que l'Agence française du médicament, parce qu'il y a une agence française du médicament, n'ait pas encore exprimé une position? Oui, enfin ça m'étonne, oui et non, puisque aujourd'hui nous sommes tenus, nous sommes corsetés, nous sommes soumis aux politiques européistes et fédérales. Voilà, aujourd'hui la France a perdu sa souveraineté, y compris en matière sanitaire. Et vous parliez de confiance, mais la parole publique, elle est totalement discréditée aujourd'hui. Hier encore, nous avions le Premier ministre qui nous disait... Il n'y a pas de problème, circulez, vous inquiétez pas avec le vaccin AstraZeneca. Il faut avoir confiance dans ce vaccin, disait-il précisément. Aujourd'hui, on a M. Vaccin, M. Fischer, qui nous dit quelque chose de très grave et de très ambigu, qui nous dit que les personnes qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca ne doivent pas s'inquiéter particulièrement. Le particulièrement est relativement anxiogène. Et puis vous avez M. Véran qui nous dit... Non, mais attendez, pas les peurs. Non, attendez. Le monsieur vaccin du gouvernement agite les peurs. Et puis après, il y a une vraie question, c'est la politique d'alignement systématique de la France sur l'Allemagne. Qui pose, attendez, je vais terminer, qui pose de vraies questions, était un vrai sujet. Il faudrait vraiment que M. Macron sorte des jupes de Mme Merkel une bonne fois pour toutes et fasse sa crise d'adolescence. Parce que ce n'est pas la première fois. On l'a eu au moment du contrôle des frontières. Tant que l'Allemagne n'avait pas contrôlé ses frontières, c'était fasciste, c'était nazi de contrôler ses frontières. Ensuite, quand l'Allemagne l'a fait, il fallait suivre. Quand l'Allemagne a suspendu ses liaisons avec la Grande-Bretagne, tout de suite, M. Macron a suspendu les liaisons avec la Grande-Bretagne. Et là, on a exactement la même politique suiviste. On aimerait C'est un principe de solidarité européenne. Non, c'est une politique d'alignement, de suivisme, parce qu'aujourd'hui, M. Macron ne dirige plus. M. Macron est le vice-chancelier de Mme Merkel. Voilà. Il n'y a personne à la tête de l'État. Il faut recevoir un coup de fil de Berlin pour savoir ce qu'on fait le lendemain. C'est tout. Je veux juste répondre sur 2-3 points. Je ne vais pas trancher entre vous, bien évidemment. La souveraineté sanitaire européenne que vous réclamez, l'Europe n'a pas... Non, souveraineté nationale. Moi, mais la souveraineté européenne, ça n'existe pas. Vous savez, c'est comme les licornes et les dragons. Vous avez parlé de souveraineté sanitaire, que la France n'avait pas de souveraineté sanitaire. L'Europe n'a pas de compétences en matière de santé. Elle se l'est inventée en marchant avec toutes les difficultés, voilà, pour s'unir, pour acheter des vaccins, parce qu'on a vu ce qui s'était passé lors des masques des pays européens se piquant les masques sur les tarmacs des aéroports. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on avait une souveraineté sanitaire, celle que vous réclamez, moi, je me demande ce qui se serait passé. On avait tout fondé sur le vaccin Sanofi. Le vaccin Sanofi n'est pas arrivé. Donc, est-ce que... Il est là le problème à la base. Alors, d'accord, mais enfin, on est le seul pays, le seul grand pays du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'a pas de vaccin national. Il y a une autre dimension politique dans tout ce qu'on se dit. Il y a une autre dimension politique. Un chiffre, 30 cas de thrombose, c'est ce qui nous inquiète. 30 cas de thrombose, 5 millions d'Européens vaccinés. 30 cas sur 5 millions. Est-ce qu'il faut aujourd'hui faire de la politique, Bruno Fuchs, il n'y a pas de présupposé dans ma question, avec le principe de précaution chevillé au corps, jusqu'à l'extrême peut-être, penseront certains? D'abord, je vais répondre tout de suite, mais un point sur l'Allemagne. Quand la France et le président Macron arrivent à convaincre ses homologues européens et Mme Merkel en premier de faire un plan de relance de 750 milliards auquel les Allemands ne veulent pas au départ, on ne peut pas dire que la France va être la grande perdante. Ou la France va être la grande perdante. Après, tous les arguments, je pourrais les donner, mais je comprends votre raisonnement parce que c'est toujours le même. Donc, c'est assez facile à suivre. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Sur votre question, vous avez, par exemple, une voiture dans laquelle il y a les freins qui ne fonctionnent pas sur un cas sur 100 000. Vous ne laissez pas rouler cette voiture. Vous essayez de comprendre pourquoi il y a quelques modèles qui dysfonctionnent. Donc la question, elle n'est pas le nombre de personnes par rapport... Et donc vous vous rappelez toutes les voitures?
Et donc là, on suspend. Mais non, parce que les gens qui ont vacciné, ils n'ont pas eu d'effet secondaire pour la plupart. Donc, ils sont. Et pour l'instant, il n'y a pas de lien avéré entre le vaccin. Donc on et essaie les de cas comprendre, est-ce qu'il y a un lien? Et s'il y a un lien, est-ce qu'il y a par exemple une typologie particulière de personnes plutôt sensibles à ce vaccin ou non? Et quand on a compris la logique, on peut à nouveau lever la vaccination et recommencer. On lève le doute et on recrée la confiance sans avoir interrompu la vaccination pour comprendre exactement ce qui est en train de se jouer, quel que soit le nombre de cas. Quand vous avez des morts ou des pompiers qui suspendent leur vaccination, c'est une émotion forte. Vous devez comprendre et répondre à cette émotion. Voilà, alors, mais le mot est intéressant, c'est-à-dire qu'il faut peut-être, et à juste titre, je ne sais pas, répondre à une émotion avant peut-être de répondre. Écoutez, cet éminent professeur de pharmacologie, on pourrait faire ça, nous dit-il, avec n'importe quoi, n'importe quel médicament à ce titre-là. Sur le plan scientifique, sur les données dont je dispose aujourd'hui, on n'aurait pas dû arrêter. C'est le principe de précaution, c'est une prise de risque qui peut être plus grande que le risque que l'on veut éviter. Donc, à ce jour, le rapport bénéfice est excellent. Il y a des risques, comme avec tous les médicaments. Les Français découvrent que les médicaments peuvent avoir des risques, mais même le paracétamol tue des patients tous les jours et on continue à en prendre. Alors, peut-être d'un point de vue purement statistique et sanitaire, il a raison, mais politiquement, personne ne peut prendre cette décision. Parce que c'est là que c'est intéressant. Si vous avez un doute systématique et que tous les jours vous avez des personnes qui disent ben voilà, j'ai un effet secondaire, je doute, des personnes qui veulent plus se faire vacciner, eh bien là vous générez un schéma à moyen terme pire que ce qu'annonce le médecin là. Donc politiquement, vous devez prendre cette décision pour restaurer justement la confiance, lever le doute et restaurer la confiance. Avec le risque que ce soit malheureusement sur le doute et la défiance l'effet inverse, c'est-à-dire que beaucoup de Français aient maintenant du mal à se décider à aller se faire vacciner avec le AstraZeneca. Quand vous avez levé le doute... On espère que les études vont permettre... On espère que les études vont permettre de lever le doute et vont permettre à ce vaccin de pouvoir être à nouveau utilisé. Mais je pense qu'il faut du coup tirer les leçons. Le mépris des soignants qui hésitent encore à se faire vacciner, franchement, était plus que déplacé. Le mépris pour vous de la majorité? Oui, le mépris de la majorité vis-à-vis des soignants qui se posent des questions. Voilà. Et qu'il faut faire un travail de conviction et permettre que l'ensemble de la population ait accès à la plus grande diversité de vaccins, à tous les vaccins qui existent aujourd'hui. Il faut élargir le portefeuille de vaccins, ne pas faire de l'idéologie sur le vaccin, d'où qu'ils viennent. Mais ensuite, il faut faire en sorte qu'on ait aussi une stratégie vaccinale qui puisse reprendre. Je veux dire, comment se fait-il qu'en France, on soit à ce point-là si en retard? Est-ce que la France s'intéresse aux pays où ça fonctionne pour leur dire mais comment font-ils? Voilà, pour que, enfin, il y ait un petit peu plus de modestie de la part de nos dirigeants qui, visiblement, du fait de leur aveuglement libéral, sont incapables de mettre en mouvement l'appareil d'État, nos administrations, nos services publics et l'ensemble des acteurs pour développer une stratégie vaccinale digne de ce nom. Justement, on va s'y intéresser à cette stratégie et on continue nos débats. Selon nos informations, c'est Bastien Auger qui nous transmet ces éléments. Malgré les retards avec AstraZeneca, Jean Castex juge l'objectif de 10 millions de premières doses, attention, injectées mi-avril, est toujours atteignable. Il l'a confié ce matin au cadre de la majorité. Factuellement, Catherine André, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Alors c'est réalisable, mais ça va être tout de même très compliqué parce qu'on misait beaucoup sur ce vaccin AstraZeneca. À titre d'information, il a représenté la semaine dernière plus de la moitié, près de 53% des premières injections, preuve de l'importance qu'il prenait. On misait également beaucoup sur les livraisons de vaccins AstraZeneca qui devaient représenter au mois de mars 47% du total des livraisons et 25% du total au mois d'avril. Alors on rappelle cet objectif 10 millions de Français vaccinés d'ici un mois. Il y en a déjà 5 qui ont été vaccinés. Si on fait une croix sur AstraZeneca, il reste les autres laboratoires. On a fait de calcul, à peu près 12 millions de doses disponibles à répartir entre la première et la deuxième injection. On peut y arriver à ces 10 millions, mais ça va être un sacré défi. Et si on voit au-delà du mois d'avril, est-ce que notre campagne vaccinale est vraiment compromise dans les 6 mois qui viennent, si on se projette ?
Eh bien, si on fait une croix sur AstraZeneca, non, c'est pas catastrophique. On va pouvoir quand même vacciner de nombreux Français. On le rappelle, 30 millions de Français vaccinés, c'est l'objectif fixé par le gouvernement pour fin juin. On a fait là aussi le calcul. Il y a 55,7 millions de doses outre AstraZeneca, à part AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, qui sont attendus d'ici fin de juin. Grosso modo, c'est 27 millions de Français potentiellement vaccinables. On devrait donc s'approcher des 30 millions de Français, à condition, bien sûr, et c'est le nerf de la guerre, qu'il n'y ait pas de retard de livraison. Oui, bien sûr, et malheureusement, ces retards, ils se sont souvent accumulés. Merci pour ces éléments très, très précis, Catherine André. Il y a beaucoup de conditions pour qu'on tienne ces objectifs. Encore une fois, AstraZeneca, on ne maîtrisait pas ce qui se passe aujourd'hui, qu'on subit un peu tous, Julien Audoul. Oui, mais pourquoi le gouvernement subit ? Parce qu'il a laissé la politique sanitaire à d'autres. Et à partir du moment où on n'a plus les leviers, on n'a plus à l'Union européenne. C'est pas la à l'Union européenne. Non, excusez-moi. Là, c'est une question de vaccin, de dose, de vaccin, de production. Monsieur Fuchs, les États-nations aujourd'hui qui s'en sortent. Si on avait fait ça, on aurait zéro vaccin. Mais non, Monsieur Fuchs, regardez les États qui sont en tête de la vaccination dans le monde, qui ont une stratégie vaccinale qui fonctionne, qui peuvent vacciner massivement leur population. Ce sont des États-nations qui n'ont pas l'Union européenne qui décide pour eux. C'est Israël, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est autre. Voilà. Donc à un moment donné, excusez-moi. Les États-Unis pas beaucoup plus parce qu'ils captent les vaccins et nous les donnent pas. Je sais que vous, votre dogme, c'est évidemment de vous priver de la capacité d'agir, parce que c'est quoi finalement l'Union européenne ? C'est nous priver de la capacité d'agir et c'est la capacité de subir. C'est tout. Et le véritable problème, c'est finalement, c'est pas AstraZeneca le véritable problème. Le véritable problème, c'est le manque d'implication de ce gouvernement pour avoir une stratégie vaccinale de qualité massive et permettre à tous les Français qui le soient d'avoir un vaccin, ce qui est aujourd'hui impossible, c'est impossible. Et très sincèrement, l'expérience devrait inciter et inviter le gouvernement à un peu d'humilité. Voilà, sur ce qui s'est passé, sur les retards de livraison, sur les retards à l'allumage, je pense que les objectifs aujourd'hui du gouvernement sont inatteignables, malheureusement. Non, la question, il y a deux questions. Il y a toute la stratégie vaccinale et ça, on peut en discuter, mais ce n'est pas la question. La question, c'est la production de vaccins et la capacité à délivrer des vaccins. Oui, enfin, la question, c'est de savoir pour tous ceux qui nous regardent, est-ce que je serai vacciné à telle échéance ? Oui, mais je partage ce que vous dites. Il faut multiplier le nombre de vaccins possibles. Mais bien sûr, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Vous avez une douzaine de vaccins qui sont à l'étude. Le prochain qui va être utilisé en France d'ici 3 semaines va être le Janssen. Voilà. Après, si le vaccin russe passe... Mais pourquoi l'Union européenne a passé des commandes de vaccins avant les homologations et l'a pas fait avec le Sputnik ? Mais parce que... Par idéologie, par russophobie primaire. C'est tout, voilà. Et vous devriez d'ailleurs prendre exemple sur votre ami, M. Estrosi, qui lui-même, le maire de Nice, qui demande des commandes de vaccins Sputnik. Oui, alors Louis Alliot fait la même chose à Perpignan, en sachant pertinemment que ce n'est pas possible, puisque par définition, il n'y a pas les homologations. Ce n'est pas une mairie qui homologue ce vaccin. Sur la question de la production. Mais il faut le produire, ce vaccin. On voit les objectifs. Vous y croyez aux objectifs ? Moi, je n'y crois pas. Et même ces objectifs-là, on est donc bien en deçà de ce qui serait nécessaire. On est face à une difficulté, notamment, vous dites, de production. Donc, le fait qu'on ait mis tous nos œufs dans un seul panier d'un vaccin, laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est pas le cas. Non, mais c'est pas tout à fait vrai. On a passé des contrats avec une quinzaine de laboratoires différents. Et donc, ces vaccins arrivent au fur et à mesure de leur production. Daniel Simonet. Aujourd'hui, on est sur 2 vaccins. Il y a bien d'autres vaccins qui sont accessibles au niveau scientifique. Non. Et au lieu de développer... Aujourd'hui, homologué en France, il y a 4 vaccins. Il y en a 4. Et il n'y en a pas d'autres possibles. Daniel Simonet. Il n'y en a pas d'autres. Quels sont les autres possibles ? Bruno Fuchs. Vous êtes vraiment... Laissez-moi parler 2 Daniel secondes Simonet. C'est un petit peu pénible avec vous. Vous dites des contre-vérités. Dites les choses vraies. Donc... Je ne dis pas les vérités qui vous plaisent, d'accord ? Donc, vous me coupez la parole. Donc, je vais dire mes convictions. Excusez-moi, du peu. Il me semble que sur cette bataille vaccinale, je le dis et je le redis, la question centrale, c'est celle des licences publiques. Que l'ensemble des vaccins qui sont produits sortent du brevet privé sur lequel l'industrie des médicaments pharmaceutiques
se fait son profit pour elle-même et contrôle les systèmes de production. Nous devons au contraire mettre l'ensemble des vaccins en licence d'office public. La France doit avoir une stratégie vaccinale qui est de se dire, puisqu'il faut que je puisse produire ce qu'il faut pour la population et être solidaire avec les autres pays, s'il le faut, je réquisitionne les entreprises pour organiser la production. Ça s'appelle de la planification sanitaire. Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire, mais ça se fera pas. Écoutez, vous avez un article sur Nature, d'accord ? Un article sur Nature. Nature, c'est quand même pas n'importe quoi comme revue. C'est la revue scientifique. Que nous disent-ils ? Si on continue à laisser les brevets privés au lieu de les passer en licence publique, on peut très bien s'en prendre pour 7 ans. Parce que vous avez un égoïsme des pays capitalistes par rapport à la préservation de la logique du profit des industries pharmaceutiques qui fait qu'un certain nombre de pays seront toujours privés de l'accès aux brevets et que pendant 7 ans, la pandémie pourra se poursuivre. Pardonnez-moi, mais c'est un débat qu'on aura l'occasion d'ouvrir dans la présidentielle parce qu'il est à plus long terme. Mais là, il y a des Français qui nous regardent, qui se sont dit d'abord, j'ai eu une injection, peut-être qu'il y a une inquiétude. Tant mieux pour eux. Moi, mes parents ne l'ont toujours pas eu. Mes beaux-parents ne l'ont toujours pas eu. 80 ans. Bon. Ceux qui l'ont eu, AstraZeneca, ont peut-être une inquiétude. Ceux qui devaient avoir une injection, qui ont vu leur rendez-vous annulé. Dans notre dernière enquête, avant tout cet épisode, il y avait déjà 57% des Français qui ne faisaient pas confiance à l'AstraZeneca. Et on entend aujourd'hui des généralistes notamment nous dire qu'il faut changer d'attribution sur le AstraZeneca. C'est-à-dire ne plus le cibler sur des personnes, mais dire, après tout, avec la défiance générale, est-ce qu'il faut pouvoir dire à qui veut, on donne le AstraZeneca sans public cible. On peut même surenchérir. Beaucoup de médecins disent qu'il faut peut-être donner le vaccin AstraZeneca aux personnes les plus âgées, contrairement à ce qu'on avait cru au début, parce que leur système immunitaire étant plus faible, l'immunosénescence, j'ai appris le mot il y a 2 heures, ça permettrait d'avoir une moindre réaction et donc de vacciner les personnes les plus âgées plutôt que les personnes plus jeunes qui font une grosse réaction. Je ne suis pas médecin, donc je vais pas m'engager plus, mais c'est vrai que la destination de ces vaccins reste une question. D'aucuns disaient aussi, on est sur des logiques aussi de réattribution, de nouvelles priorités sur les plus jeunes. On parlait du Johnson & Johnson. Est-ce que cette crise AstraZeneca, entre guillemets, doit nous permettre et nous obliger à réfléchir aussi à la destination des vaccins ? Déjà, réfléchir sur la cacophonie en termes de communication. Parce que sur le AstraZeneca, tout a été dit, tout a été entendu. Et ça a changé quelquefois en 24 heures. Donc ça ne participe pas, évidemment, de restaurer la confiance de nos compatriotes. Et ça va évidemment freiner la campagne de vaccination. Et c'est ça le véritable souci. Et après, moi, je ne veux pas que le gouvernement utilise cette crise de l'AstraZeneca pour justifier les freins sur la campagne de vaccination et expliquer que finalement, il n'est pas comptable et qu'il subit les choses. C'est lui le responsable. C'est lui qui n'a pas anticipé. C'est lui qui n'a pas, encore une fois, qui s'est corseté avec l'Union européenne. C'est ce gouvernement qui n'a pas choisi. Non mais attendez, c'est important. Si vous, ministre de la Santé, vous auriez produit des vaccins français. Dont acte, mais vous n'étiez pas à l'abri non plus qu'il y ait ce genre d'incidents ou de problématiques. Non, mais déjà peut-être investir sur la recherche nationale. Oui, pourquoi les budgets ont été diminués ? Non, mais je sais que pour vous, tout ce qui est national, de toute façon, il faut le brider et il faut laisser Bruxelles décider. Je sais que pour vous, dans votre logique européiste et comptable, c'est comme ça. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a besoin de nation et de souveraineté. Voilà. Et que les souverainetés en matière sanitaire, elles coûtent des vies. Excusez-moi. C'est quand 2022 ? Ah, c'est dans pas longtemps, 2022. Je sens que les débats commencent à s'installer. Il veut faire penser ce que moi j'ai créé à Mulhouse une association qui prend beaucoup d'ampleur qui s'appelle Réinventons local. C'est pas réinventons l'Europe. C'est original, ça. C'est original. Local. Parce qu'on a tout le monde fait du local à toutes les sauces, vous savez. Depuis un an, chaque département ne va pas faire son vaccin. Venez voir. Moment, le local, il y a ses limites. Il faut comprendre, parce que vous savez tout, mais il faut comprendre qu'il y a un an, personne ne pensait qu'on serait aujourd'hui en état, dans le monde, on n'a rien fait depuis un an. Excusez-moi. On en a même point. Depuis un an, le gouvernement a continué de supprimer des lits. Bruno, faut terminer votre propos. A continué d'attaquer la recherche en matière de santé. Et donc, il y a un an, on n'imaginait pas qu'on en serait là ? Mais non, il y a un an, personne n'imaginait, très peu de gens imaginaient qu'on pourrait produire un vaccin un an après un début d'une pandémie. Donc ce que l'on vit aujourd'hui avec un produit, l'AstraZeneca, tout à fait récent, tout à fait neuf, il est normal d'avoir un doute, un minima. C'est ça le doute scientifique. On a un produit qui n'a pas d'antériorité, on a des suspicions, on lève les suspicions et quand elles sont levées, on a les liens, et bien là, on recrée de la confiance. Vous restez avec nous, vous ne bougez pas. Il y a un an tout juste, Emmanuel Macron il nous disait nous sommes en guerre contre ce virus. Oui. Et un an après, est-ce qu'il faut reconfiner Paris ? L'histoire semble parfois se répéter.
Au cœur du grand débat politique d'LCI Midi avec Valérie Nataf, Daniel Simonet, Julien Audoul, Bruno Fuchs, nous continuons nos échanges alors que la pression monte en particulier en Ile-de-France. Selon nos informations, vous allez le voir apparaître, l'information du service politique de LCI d'Alison Tassin, sa consulte Emmanuel Macron va s'entretenir à 17h avec une délégation du Conseil scientifique. Rendez-vous régulier, assure-t-on, dans l'entourage du président, comme pour nous dire que ça n'a rien d'exceptionnel et que la situation ne serait pas si exceptionnelle que ça. Rien n'est moins sûr. Autre précision, réunion de 17h à laquelle s'ajoute, ce serait une deuxième réunion, une visioconférence avec des réanimateurs, les réanimateurs qui sont très alarmistes évidemment, Valérie Nataf, sur la situation en région parisienne. Plus ça va et plus l'hypothèse du reconfinement en région parisienne s'intensifie. Oui, et puis on a lu la note du Conseil scientifique révélée par nos confrères des Échos. Une délégation du Conseil scientifique va donc être entendue par Emmanuel Macron. Il va y avoir un échange. Et ce Conseil scientifique, on comprend à la lecture de leur note qu'un reconfinement trop tardif n'est pas à l'ordre du jour. Pour eux, il s'agit, alors bon, c'est de la langue de bois scientifique si j'ose dire, une réponse anticipée, régionale, ajustée et ciblée à l'épidémie, mais on sent qu'il y a là de nouveau un accent mis sur le fait qu'il faudra des restrictions plus sévères étant donné la situation épidémique. Et par ailleurs, le Conseil scientifique propose que dans cette stratégie, on allège progressivement les restrictions les plus sévères dans les territoires à taux de transmission plus bas. Rappelez-vous, jusqu'à présent, le gouvernement s'y est toujours refusé. Oui, et jusqu'à présent, le discours, c'est malheureusement, les bonnes nouvelles vont attendre. Écoutez Emmanuel Macron. On va essayer là, dans les prochains jours, de donner un peu. On a encore des semaines difficiles devant nous. Parce que l'épidémie est très présente, mais on va donner de la visibilité avec des étapes de rouverture pour les activités, catégorie par catégorie. D'accord, merci beaucoup. Je voyais réagir. Pourquoi vous faites non de la tête, Daniel Simonet? Non, mais parce que c'est toujours le même discours. En fait, Emmanuel Macron et ce gouvernement sont incapables de penser autrement la lutte contre la pandémie que par la privation de liberté. Voilà. Donc, c'est une aberration parce qu'on ne peut pas vivre de confinement en déconfinement, en reconfinement. Or, on est toujours dans ce cycle-là depuis 1 an. Qu'on est confiné une première fois, parce qu'on a été pris de court, on l'a accepté. Mais on avait, à ce moment-là, dit attention, anticipons, planifions les conditions d'un déconfinement et mettons en place une planification sanitaire. Aujourd'hui, il faudrait enfin penser l'organisation de la vie sociale autrement, par roulement, plutôt que par privation de liberté. Regardez ce qui marche au niveau des lycées. C'est les lycées qui ont mis en place la semaine A, vous avez cours le matin, la semaine B, vous avez cours l'après-midi. On réduit en demi-journée d'autres journées. Eh bien, toute notre vie sociale pourrait être organisée de la sorte. Vous, élue parisienne, que vous êtes, vous vous opposez au confinement à Paris. Bien sûr. Le week-end, parce bien que sûr, mais bien sûr. Moi, je suis pour la réouverture des lieux culturels parce que on a besoin de culture. La culture, c'est essentiel, et on sait qu'avec des protocoles, on peut respecter les gestes barrières et enfin réouvrir les lieux culturels. Qu'on mette en place enfin des appareils de purificateurs d'air dans l'ensemble des bâtiments publics. Qu'on arrête avec ce couvre-feu absurde où c'est à 18h qu'on prend tous les dangers. Vous vous rendez compte, les réanimateurs qui viennent nous voir régulièrement, ils nous disent... Mais ce qui est absurde, monsieur, c'est qu'on soit tous à 18h, ensemble, dans les transports en commun, à courir faire nos courses et avoir la trouille de se prendre l'amende de 135 €. C'est là que le virus se propage, quand on est tous concentrés dans le même temps, dans les mêmes endroits. Et par contre, je vais vous dire mon coup de gueule, parce que quand on voit là maintenant la mise en scène médiatique des patients qu'on envoie en hélico dans d'autres hôpitaux, je veux dire, vous prenez par exemple la bataille... C'est pas une mise en scène médiatique, pardonnez-moi, c'est la réalité de ce qui se passe. Mais c'est absurde. Je vais vous donner un exemple. À Paris, vous avez l'Hôtel Dieu. Ça fait des années que je me bats pour défendre cet hôpital public. En 2013, vous aviez au moins 2500 personnels. Vous avez 300 lits. Il y avait une vingtaine de lits de réanimation. On a supprimé et on a fermé petit à petit l'ensemble des services sur cet hôpital. Vous pourriez, du jour au lendemain, parce que vous avez les salles de réanimation avec les fluides qui sont disponibles, faites venir des professionnels, mais ne déplacez pas les malades. D'abord parce que cette mise en scène hélicoptère, elle est problématique, elle est angoissante. Puis il y a des familles derrière. Et donc, il y a des familles qui refusent d'ailleurs. Pendant 1 an, ce gouvernement a continué à faire des suppressions de lits. Vous vous rendez compte? Pas des suppressions de lits, mais on bien en a sûr pas que rajouté. Si. Ils ont supprimé des lits encore pendant 1 an. Mais bien sûr. Bruno Fuchs, pardonnez-moi. On joue avec nos nerfs, alors ça fait 1 an que ça dure, vous allez me dire, mais là Emmanuel Macron il nous dit qu'il va falloir prendre des mesures, information qu'on a, on consulte avec le conseil scientifique, on consulte les réanimateurs.
tout ça prend un temps qui nous paraît... Alors vous allez me dire c'est 3 jours, mais c'est 3 jours chaque semaine. Et chaque semaine, ça se répète. Oui, tant que vous n'avez pas maîtrisé la pandémie, vous allez vous retrouver avec des départements dans lesquels, dans le Haut-Rhin, on est à un taux d'incidence de 100, on était à 100, on est à 120 maintenant. Et moi, ça fait 3 semaines que je dis que s'il faut reconfiner une partie des départements où la viralité est très forte, hein, le Nord, peut-être l'Île-de-France prochainement, à l'inverse, il faut aussi alléger permettre, notamment, j'ai signé une tribune pour que les restaurateurs puissent ouvrir à midi, notamment, pour ceux qui le veulent, bien sûr, de façon à pouvoir retrouver une vie, d'avoir des lieux de culture qui se réouvrent également, des cinémas également, là où c'est possible, là où la viralité est moins forte. Mais vous voyez bien que lorsqu'on confine, on réduit, on l'a vu dans le premier confinement, dans le deuxième, on a réduit la viralité très, très fortement. On l'a vu dans le Pas-de-Calais, on réduit la liberté. Voilà. Moi, j'adore votre candeur de dire qu'il faudrait réouvrir tous les lieux. Mais je propose une alternative. Pourquoi est-ce qu'on ne teste jamais l'organisation de la vie sociale par roulement? Il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes. Réduisez le temps de travail. En région parisienne, c'est une gageure. 12 millions d'habitants, c'est très compliqué à mettre en place. Mais oui, mais sauf que vous allez voir le coût. Si vous reconfinez demain, le coût économique, le coût social, le coût psychologique, or là, on nous menace à nouveau de faire un confinement. De la difficulté. Et 1 million de pauvres en plus, monsieur. Alors, attendez. Pauvres en plus. Juste Bruno Fuchs. Je partage ce point de vue, mais quand le président de la République n'a pas reconfiné il y a 4 semaines, vous n'avez pas applaudi. Vous n'avez pas dit. Mais moi, j'étais pas pour le reconfinement. Voilà. Je n'ai jamais été pour le reconfinement. Tout le monde disait qu'il faut confiner il y a 4 semaines. On a toujours été cohérents. Et voilà, nous, dites-le aussi. On a toujours. Non, mais attendez. Ce que l'on dit, c'est que c'est pas où on reconfine, privation de liberté, où on fait rien. Mais tout le monde peut être d'accord avec vous. Sauf qu'en réalité, sauf la Macronie. Vous n'êtes pas d'accord sur la solution, vous n'apportez pas les mêmes réponses. Il nous donne de la vie. Il a dit il faut donner de la visibilité. Emmanuel Macron vient de l'entendre. C'est ce qu'on attend tous. Et évidemment, quelle doit être cette visibilité? Comment vous voyez les choses, vous, Julien Audoul? On avait cette hypothèse de 4 à 6 semaines. Ce sera sans doute difficile à tenir. Comment on présente de la visibilité? Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est l'histoire sans fin. Et c'est l'éternel recommencement. Ce qu'on vit aujourd'hui, on l'a vécu il y a 1 mois, avec une scénarisation du président de la République qui était totalement indigeste. On n'allait pas remercier le président de la République parce qu'il a accepté de ne pas nous reconfiner. On n'allait pas se prosterner alors qu'il a tout fait au début pour scénariser, pour habituer les Français, pour finalement leur mettre dans la tête qu'ils allaient être confinés. Puis au dernier moment, bon allez, finalement, je vous laisse un petit peu de liberté. Et c'est toujours comme ça. Encore 1 minute, monsieur le bourreau. On va attendre, on va voir, on va consulter. Mais il n'y a aucune stratégie et surtout, il n'y a aucune lueur d'espoir dans la stratégie du gouvernement. Là, c'est vrai qu'on demande depuis des mois... C'est une stratégie, après on peut la contester. On demande depuis des mois, Marine Le Pen demande depuis des mois que la territorialisation des mesures sanitaires soit appliquée. Non, ce n'est pas fait. Dans les départements où le virus ne circule pas, on n'ouvre pas les lieux de culture, on n'ouvre pas les terrasses de restaurants, on n'ouvre pas les cafés. Ça pourrait être fait. Je veux prendre quelques exemples dans ma région. C'est d'accord avec vous. Quelques exemples dans ma région qui montrent l'absurdité des mesures aujourd'hui et ça ne tient pas debout. En Bourgogne-Franche-Comté, dans la ville de Montbard, en Côte-d'Or, le musée Buffon a proposé une réouverture, notamment avec une jauge de 10 personnes. 10 personnes dans un musée. J'étais encore le week-end dernier dans le Haut-Doubs sur un train touristique pour des repas dans un wagon de 24 personnes. Ça leur est interdit. Alors que dans les TGV qui sont bondés, les gens peuvent manger avec leur sandwich, alors que les avions qui sont bondés, on peut avoir des repas. Tout ça est absurde. Donc à un moment donné, il faut un peu de raison. Il faut ouvrir là où le virus circule peu. Il faut évidemment restreindre là où il y a un taux d'incidence qui peut être extrêmement fort. Mais il faut encore une fois, que les restrictions, elles soient égalitaires. On ne peut pas comprendre que le département de la Seine-Saint-Denis ne soit pas confiné, alors que le département du Pas-de-Calais a le confinement le week-end pour le même taux d'incidence. Ça, mais alors, il y a des peut-être logiques géographiques. Et regardez, vous allez voir le taux d'incidence moyen en Ile-de-France, il est à plus de 400. Je vous en parle et vous allez comprendre pourquoi. 404,5 en Ile-de-France. Seine-Saint-Denis, vous en parliez, 497, ce qui est très haut, évidemment, comparable au Pas-de-Calais. 314 seulement dans les Yvelines. Je vous parle des 400 parce que c'est un seuil qui a été évoqué par Jean Castex il y a quelques jours. Dimanche. Pourquoi l'Île-de-France? Parce que, je donnais un seul chiffre, il y a ce qu'on appelle le taux d'incidence. On a démarré dans ces départements quand il était à 400 pour 100 000 habitants. Et là, je sais qu'en Île-de-France, on est un peu en dessous. Il est encore en dessous. Tant que
les chiffres ne sont pas atteints. Vous dites, on n'est pas loin, mais enfin, ils ne le sont pas. On ne peut pas prendre exactement les mêmes mesures. Bon, ça c'était dimanche. Depuis, on l'a passé, le seuil des 400. Oui. Et on nous a dit qu'on avait mal compris l'intention, c'est ça? Non, je crois qu'on nous a dit que le Premier ministre avait fait une bourde. Parce que... De plus ça, je vous en laisse la responsabilité. En tout cas, le taux d'incidence ne peut pas être le seul critère pour confiner ou déconfiner ou tout ce que vous voulez. Il y a d'autres critères, notamment la saturation hospitalière. Donc, ce taux d'incidence qui a été donné comme une espèce de clé, c'est en ça que le Premier ministre là a commis une erreur qui consiste à ne prendre que ce taux d'incidence comme variant, si j'ose dire, du confinement. En Ile-de-France, on a un taux d'occupation des lits qui est alarmant, mais qui n'est pas... Aujourd'hui, on n'est pas en plus de 100%. La vraie question en Ile-de-France, c'est la réanimation, où là, on est vraiment en saturation. Parce qu'on peut avoir effectivement des taux élevés à 400 ou à 500, si derrière ça tient au plan hospitalier. J'ai une question pour vous. Les 12 000 lits de réanimation promis par M. Véran l'été dernier, ils sont où? On a ouvert jusqu'à 12 000 lits. Ils sont où ces 12 000 lits, clairement? Parce que le problème, il est là. On a ouvert jusqu'à 12 000 lits. Le problème, il est là, en fait. C'est que nous sommes désossés, notre capacité hospitalière est totalement désossée. Le problème, il n'est pas la question des lits, la question des personnels qui font fonctionner les lits. Les lits, on les a. C'est que derrière, on n'a pas les personnels. On a supprimé 10 000 lits en France entre 2007 et 2017. On n'a pas ouvert le numerus clausus, donc on manque de médecins, on manque de personnel parce que justement, la stratégie de l'époque, des 10 ou 15 dernières années, n'a pas permis de former ces personnels. L'Italie la politique sur les dernières années... Pas tous en même temps. Quand vous allez à la Pitié-Salpêtrière, quand vous allez aujourd'hui à Pompidou, eh bien, vous avez une grande partie de médecins qui sont roumains, qui sont sénégalais, parce qu'on va dépouiller les autres pays pour pouvoir faire fonctionner nos hôpitaux. Oui, parce on a besoin de former du personnel. Vous n'ouvrez pas un lit comme ça en disant « Allez, j'ouvre un lit, je mets un lit, ça fonctionne ». Voici ce qu'on nous dit à l'Élysée sur l'hypothèse d'un reconfinement. Un conseiller qui confiait à Marie Chantrey, la situation est tendue. Il y a une reprise de l'incidence dans pas mal de départements, mais on reste encore sur le tenir ensemble pour éviter le confinement. Je ne sais pas toujours très bien ce que veut dire le tenir ensemble. Comment vous l'interprétez, le tenir ensemble, vous, Daniel Simonet? Ce que j'aimerais bien revenir quand même, c'est que sur les chiffres qui montraient sur l'Île-de-France, oui. Une situation extrêmement préoccupante. Il y a aussi une distinction à faire département par département qui devrait nous amener à réfléchir. Vous prenez le 93, par exemple, qui a un taux d'incidence extrêmement important. 497. C'est le département le plus populaire. C'est le département où vous avez le plus de premiers de corvée, donc ceux qui sont en situation d'exposition, qui font des métiers très durs, qui étaient censés être remerciés par des primes. On voit aujourd'hui le gouvernement autorise les entreprises à leur donner des primes. Enfin, je veux dire, quelle blague. Les primes mais Macron, on est aussi... jusqu'à 2 000 € pour les deuxièmes lignes. Oui, mais enfin, ça n'existe pas dans ce pays de dire on autorise les employeurs à accorder des primes. Les employeurs peuvent accorder des primes. Il faut améliorer les salaires. Mais surtout, posons-nous enfin la question des conditions de logement. Parce qu'il y a un vrai loupé depuis 1 an dans la stratégie sanitaire du gouvernement, c'est la question de l'isolement. Aujourd'hui, les contaminations intrafamiliales sont extrêmement problématiques. Les médecins nous alertent énormément là-dessus. Or, lorsque vous êtes dans des situations où vous êtes nombreux dans un petit appartement, eh bien forcément la contamination intrafamiliale, elle est problématique. Il fallait et il faut toujours exiger que ce gouvernement mette les moyens, c'est-à-dire des chambres d'hôtel à disposition. Et ça tombe bien, les hôtels aujourd'hui sont vides. Donc l'État pourrait réquisitionner les chambres d'hôtel vides et permettre de mettre à disposition des solutions d'isolement sur la base évidemment du volontariat, mais pour accompagner les familles lorsque vous avez une personne qui est atteinte du Covid et que les logements ne permettent pas cet isolement. Et moi je vous dis, c'est quand même terrible. C'est-à-dire que ce virus révèle et aggrave les inégalités sociales. Oui. Et les quartiers populaires, eh bien, ils se le prennent en pleine face. Et ça sera l'objet d'ailleurs du bilan et des bilans qu'il faudra tirer de cette crise que nous traversons il y a 1 an tout juste. On était à quelques heures d'une prise de parole qui allait faire date. Emmanuel Macron, le 16 mars 2020, voilà les mots qu'il employait. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse.
Et cela requiert notre mobilisation générale. C'est parfois cruel parce qu'on a l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé un an après, Valérie Lintaf. Alors, c'est vrai, voilà, on l'a tous dit autour de ce plateau, le côté jour sans fin. Ce serait effectivement ce sentiment-là si on était les seuls. Je ne dis pas qu'on est tous logés à la même enseigne, mais pour regarder l'Europe, pardon, monsieur Odoul, donc on est tous à peu près dans la même situation. L'Italie qui avait ouvert referme 3/4 de son territoire, plus de musées. Plus de restos, plus de bars. Pour l'Italie non plus. Oui. Pour l'Italie, c'est de ça dont je parle. L'Allemagne ne reconfine pas tout à fait, mais les restrictions sont plus sévères. L'Est de l'Europe reconfine aussi de manière sévère. Donc, on voit bien, certes, c'est un jour sans fin, mais enfin, on est tous logés à la même enseigne. Les États-Unis, qui, eux, avancent, certes, sur le terrain de la vaccination, ça commence à rouvrir, mais tout doucement. Et ils ont eu des taux de mortalité bien plus élevés qu'en Europe. Oui, mais c'est l'échec des politiques libérales dans tous ces pays-là. Il faut comprendre. Parce que, puisque vous avez, par exemple, le problème de la saturation des hôpitaux. Or, toutes les politiques libérales qui ont été mises en place pendant ces décennies ont visé la réduction des capacités hospitalières. Bien mal nous en a pris. Il serait temps enfin d'augmenter. Ensuite, vous avez mieux, Madame Simonet. Alors, ensuite, vous avez les problématiques justement que je disais d'isolement. Est-ce qu'on se donne les moyens d'isoler? On a, avec ce gouvernement, finalement, accumulé le fiasco sur les masques, le fiasco sur les tests, le fiasco maintenant sur les vaccins. Il faut reprendre le problème depuis le début. Oui. Donc, enfin faire en sorte que les vaccins soient en licence publique et qu'on mette en place une planification sanitaire, organisation par roulement. Mais on ne part pas d'une page blanche. Non, on ne part pas d'une page blanche. J'en veux pour preuve, vous avez vu les derniers chiffres de la Sécu. Mais c'est toujours pas mis difficile en de la place Sécu. ces mesures. J'entends votre position, mais toujours pas d'isolement. Un an après, toujours pas de gratuité sur les masques. On mesure le coût incroyable de cette crise. Et encore, ce n'est qu'un aspect. Vous avez vu, c'est un déficit historique pour la sécurité sociale. 38,6 milliards. Parce qu'il a fallu acheter des masques. Alors vous allez me dire, on a mis du temps. Il a fallu acheter des tests parce qu'il y a les arrêts de travail qui se sont bien sûr multipliés. Hausse des salaires dans les hôpitaux. Comment on va rattraper ça? Comment on va payer cette facture-là, Bruno Fuchs? À un moment, il va falloir quand même la poser, cette question. La question, elle se pose. Elle ne se pose pas aujourd'hui en situation de guerre ou de crise très, très grave, mais elle se posera à partir du moment où le pays va retrouver une forme de vie normale. Et on espère que ça va être aux alentours de l'été. C'est-à-dire quand vous aurez vacciné 15-20 millions de personnes, ou 25, là, on retrouve... Mais on n'a pas 50 000 hypothèses. C'est pas ce qu'a dit le Premier ministre. Vous augmentez les impôts. Le Premier ministre a annoncé que les vacances, notamment de l'été prochain, ne seraient pas normales pour les Français. Je n'ai pas dit qu'elle sera... On va retrouver un semblant de vie normale. Mais à ce moment-là, il faudra la régler, cette facture. Et à un moment, il faudra régler la question de la facture, bien sûr. Vous la réglez comment, la facture? Eh bien, il va falloir faire des économies, il va falloir produire aussi. Alors, on va couper dans l'hôpital public, on va couper dans la recherche, on va couper... Voilà, c'est-à-dire que les politiques qui ont aggravé notre vulnérabilité vis-à-vis du Covid, on sent là que on va maintenant nous encourager à... S'il vous plaît, qu'est-ce qui a été fait, notamment depuis le Grenelle de la santé? Combien de milliards? Non mais alors attendez. S'il faut faire... Attendez. Le Grenelle de la santé, si on trouve des économies, où les trouver? Vous allez me parler de migration, Julien Odoul, mais où est-ce que vous les trouvez? C'est une source d'économie, évidemment. Déjà, on établit l'impôt sur la fortune, qui n'aurait jamais dû être supprimé. Ensuite, on va chercher... 3 milliards et demi. Oui, écoutez, excusez-moi, c'est déjà très bien et bon à prendre. Ensuite, on va aller chercher les 80 milliards d'évasion fiscale, chaque année. Enfin, on s'en préoccupe. Ça serait bien. Le gouvernement ne fait strictement rien. Non, bien sûr que si. Je dis enfin qu'on s'en préoccupe, parce que le gouvernement ne fait rien contre l'évasion fiscale. Julien Odoul. Mais on sera d'accord avec Mme Simonet pour la fraude sociale et la fraude fiscale. Vous allez encore courir derrière le problème de l'immigration comme toute extrême droite. Ce mépris, vous n'avez pas le mépris. Ah si, avec l'extrême droite, on aurait Daniel Simonet, Julien Odoul. Voilà, c'est intéressant parce que donc on n'a pas le droit d'être méprisant avec Mme Simonet, mais elle peut être méprisante avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées. Répondez à ma question. L'ennemi de la République, la version de la démocratie de Mme Simonet. Parfait. On changera et on arrivera à se sortir de cette situation si on change de modèle économique. C'est tout. Et le problème de ce gouvernement, mais comme des autres, c'est l'incapacité chronique à tirer les leçons des échecs et des crises. Là, on a eu une crise sans précédent depuis 1 an. Quels échecs et finalement quelles leçons sont tirées? Aucune.
Aucune. On repart sur le modèle, c'est-à-dire mondialiste, sur aller chercher au bout du monde des matériaux pour les faire venir chez nous, pour les faire consommer à des chômeurs ici. Aujourd'hui, il n'y a pas de remise en cause de ce modèle-là. Donc tant qu'on ne passera pas à un modèle qui soit protectionniste, un modèle de la relocalisation, un modèle tout simplement du localisme. Et le localisme, c'est à la fois c'est bon à la fois d'un point de vue agricole, c'est bon d'un point de vue sanitaire, c'est bon d'un point de vue de l'emploi. Tout ça, ça ne changera rien si vous constituez avec ces logiques ultralibérales, mondialistes, européistes, qui ont mené aujourd'hui notre pays dans la crise. Donc on n'importe plus de téléviseurs, on n'importe plus de vaccins, on n'importe plus... Parce que les vaccins, ils viennent d'où aujourd'hui? Monsieur Fourgue, c'est quoi? À part les mots creux de dire on relocalise, bien sûr. Regardez ce qu'on est en train de faire sur le climat, regardez tous les efforts qui sont faits. Sur le climat, qu'est-ce que vous faites sur le climat? Je crois comprendre que de toute façon, même sur un Grenelle de la santé ou sur les investissements qui sont faits sur les EHPAD, on a annoncé quand même un effort très important sur les EHPAD. Malgré tout, bon, vous avez... Sortez de votre balcon et allez voir les personnels dans les EHPAD, la souffrance qu'il y a aujourd'hui. La souffrance qu'il y a aujourd'hui. Non, le compte n'y est pas. Non, mais vous l'aggravez. J'y étais hier. Écoutez, retournez-y. Retournez-y dès après-midi. Vous ne pas d'accord, chacun occupe le terrain ou pas, je ne sais pas. Le débat politique tous les jours au cœur d'LCI Midi. On est en appétit, en besoin de politique après cette crise sanitaire qui nous a aussi souvent privé de débat. On l'ouvre tous les jours le débat. Pas un débat politique. Sur tout un tas de sujets. Si, le débat politique sur des conceptions politiques de la suite, de l'avenir. Merci d'être venu l'alimenter aujourd'hui. Dans un instant, le journal de 13h30. Et je vous rappelle que la tension reste vive sur les questions sanitaires. Réunion à 17h avec une délégation du Conseil scientifique autour d'Emmanuel Macron. On va y revenir dans un instant. Les toutes dernières infos.